Mon père a dit, d'un ton presque détaché. Ta fille est gentille, mais elle n'ira pas loin. Pas comme ta nièce, elle est vraiment intelligente. Tout le monde a acquiescé, comme si cette remarque était normale. Ma fille, qui n'avait que 7 ans, s'est recroquevillée sur sa chaise sans dire un mot. Alors j'ai répondu, sans réfléchir, qu'ils se débrouillent pour payer l'école privée de leur petite fille sans mes chèques. Ma sœur est restée figée. Moi aussi. Ce moment n'était pas isolé. C'était quelque chose qui s'accumulait depuis des années. Il parlait toujours de ma nièce comme d'un génie, pendant que ma fille était traitée comme un personnage secondaire dans sa propre vie. À chaque réunion de famille, c'était le même scénario. On répétait à quel point Abba lisait bien, qu'elle avait gagné un prix de maths, que sa prof disait qu'elle était surdouée. Pendant ce temps, Lily était là, assise à la table, en train de colorier, de manger en silence, essayant parfois de participer. Et quelqu'un finissait toujours par dire, d'un ton condescendant. Bon. Lily est gentille aussi. Comme si on parlait d'un animal à qui on faisait un compliment par politesse. Quand Abba est entrée dans le programme pour enfants surdoués en première année, ma mère en a fait toute sa personnalité. Elle a imprimé l'email de l'école et l'a montré à tout le monde, comme une lettre d'admission à l'université. Ils ont encadré les dessins d'Abba, filmé ses poèmes, et nous ont obligés à regarder les vidéos à Noël. Lily, elle, avait aussi de bonnes notes. Elle avait aussi un poème affiché à l'école. Mais personne ne l'a mentionné. Je demandais parfois s'ils avaient vu son dessin, ou entendu qu'elle avait lu son premier livre toute seule. Il hochait la tête, souriait, puis revenait immédiatement à Abba. À chaque fois. Un jour, dans la voiture, Lily m'a demandé à voix basse s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle. Je lui ai dit non, bien sûr que non. Alors elle m'a demandé. Pourquoi ils aiment seulement Abba? Cette phrase m'est restée gravée. J'entends encore sa voix. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir les choses autrement, même si je n'ai rien dit à ma famille. Je me disais qu'il ne le faisait pas exprès, que j'étais peut-être trop sensible, qu'Abba était juste plus bavarde, plus visible, plus brillante. Mais avec le temps, faire semblant devenait de plus en plus difficile. Mon frère n'arrangeait rien. Il adorait jouer l'oncle cool en lançant des piques. Il se moquait de Lily, l'appelait « la discrète », plaisantait en disant qu'elle finirait poète entourée de chats. À Thanksgiving, il avait même dit qu'un jour, Lily travaillerait peut-être pour Abba. Ma mère riait, disant que c'était de l'humour. Et moi, j'encaissais. Année après année. Souris et tais-toi, Monica. Sois celle qui apaise. Sois celle qui maintient la famille unie. Puis est arrivé ce dîner du dimanche. Un de ces dîners où tu manges du poulet sec et fais semblant d'apprécier la compagnie. Lily avait ses feutres et son carnet, comme toujours. Elle s'est assise près d'Abba, lui a proposé un feutre violet. Abba a levé les yeux au ciel et a dit qu'elle ne faisait pas de dessins animés. Personne n'a réagi. Puis mon père, en se servant un autre verre de vin, a répété la phrase. Assez fort pour que tout le monde entende. Ma mère a acquiescé. Ma sœur avait l'air fière. Mon frère continuait de manger. J'ai vu Lily se replier sur elle-même. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a rien dit. Elle a juste rangé ses feutres, comme si elle ne voulait plus qu'on les voie. C'est là que j'ai parlé. Calmement. Clairement. J'ai dit que, dans ce cas, leur petite fille se débrouillerait sans mon argent. Le visage de ma sœur s'est figé. Ma mère a tenté de minimiser. Je me suis levé, j'ai pris la main de Lily, et nous sommes partis. Cette nuit-là, mon téléphone n'a pas cessé de sonner. Personne n'a demandé comment allait Lily. Personne ne s'est soucié de ce qu'elle avait ressenti. Ils avaient passé des années à agir comme si ma fille n'existait pas. Et maintenant, ils allaient apprendre ce que ça faisait. Quand ma sœur a dit que Lily oublierait tout ça avec le temps, j'ai compris qu'ils n'avaient toujours rien compris. Parce que Lily se souvenait déjà. De tout. Et moi aussi. Et ce jour-là, pendant que je regardais ma fille rire au parc, j'ai compris une chose. Je ne faisais pas que m'éloigner d'eux. Je recommençais à zéro. Le vendredi, le poids de ce que j'avais fait leur est enfin tombé dessus. Pas parce qu'ils comprenaient soudain à quel point Lily et moi avions été blessés, mais parce que les conséquences devenaient enfin réelles. Ma sœur a arrêté de faire semblant. Elle appelait désormais 2 fois par jour, laissant des messages vocaux de plus en plus paniqués. Dans le dernier,
Elle disait que l'école d'Abba avait appelé au sujet de la moitié des frais de scolarité manquants et demandé si Abba allait changer d'établissement en cours d'année. Elle m'a supplié de ne pas faire ça aux enfants. Aux enfants. Pas à Abba, mais aux enfants, comme si ma fille était devenue une menace pour la sienne. Puis le message de mon frère est arrivé. Il disait qu'il avait merdé, qu'il n'aurait jamais dû parler de Lily comme il l'avait fait. Pas de grandes excuses. Pas de sarcasme. Ça m'a arrêté un instant. Pas parce que ça m'a touché, mais parce que c'était la première fois depuis des années qu'il reconnaissait avoir tort. Cet homme ne s'excusait jamais. Il pensait que le fait d'être l'unique fils lui donnait une sorte d'immunité. Il a ensuite envoyé un autre message. Il disait qu'il avait été déplacé, que j'avais raison d'être en colère, et qu'on pouvait enfin parler. Je n'ai pas répondu. Pas par cruauté, mais parce que je n'y croyais pas. Ces excuses arrivaient trop tard. Elles arrivaient après l'arrêt de l'argent, après le début de la panique. Pendant que le cœur de ma fille se refermait lentement face aux personnes avec qui elle aurait dû se sentir en sécurité, je riais encore de la cruauté des autres. Alors non, je n'étais pas prête à parler. Le samedi matin, mon frère est arrivé sans prévenir, 2 cafés à la main, comme si nous étions encore proches, comme si nous étions le genre de frères et sœurs capables de s'asseoir sur un porche et de parler de la vie. Il n'avait pas encore fini sa première phrase que je l'ai interrompu. Je lui ai dit qu'il était là pendant qu'on humiliait ma fille et qu'il n'avait rien dit. Qu'il avait plaisanté sur son avenir. Qu'il avait ri. Et que maintenant il voulait parler uniquement parce que l'école d'Abba avait appelé. Il a essayé d'expliquer. Il disait qu'il ne pensait pas que ça irait aussi loin, que le commentaire de notre père n'était pas censé être cruel, qu'il ne pensait pas que Lily s'en rendait vraiment compte. Il ne pensait jamais. Il supposait que Lily ne comprenait rien parce qu'elle ne pleurait pas, parce qu'elle ne criait pas, parce qu'elle ne leur demandait jamais de se taire. Mais Lily n'est pas comme ça. Elle se tait. Elle se replie sur elle-même. Elle garde tout à l'intérieur, comme une pierre au fond de sa poche. Il a ajouté qu'Abba ne cherchait pas non plus à se montrer supérieur, qu'ils auraient peut-être dû faire plus attention. Je lui ai répondu que la seule raison pour laquelle il s'intéressait soudain aux sentiments de Lily, c'était parce que leur propre fondation était en train de s'effondrer. Il ne nous regrettait pas. Il regrettait la sécurité. Puis il a dit quelque chose qui m'a glacé. Il a dit qu'il ne voulait pas que sa fille grandisse en pensant qu'il était normal de traiter les gens de cette façon. Il lui avait fallu des années pour le dire. Et pourtant, ce n'était toujours pas suffisant. Il a sorti son téléphone et m'a montré une photo. C'était le dessin du cheval de Lily, celui de ce dîner, celui qu'elle avait plié après le commentaire de notre père. Il l'avait trouvé sous la table après notre départ. Il a dit qu'il avait vu dessiner Abba et que ça, c'était mieux. Je suis resté à regarder la photo un moment. Pas parce que le compliment comptait, mais parce que, pour la première fois, quelqu'un semblait comprendre qu'il avait abandonné quelqu'un d'innocent. Malgré tout, je ne l'ai pas laissé entrer. Cet après-midi-là, j'ai emmené Lily à la librairie. Elle a choisi un carnet de dessins à couverture rigide et m'a dit qu'elle voulait commencer une vraie collection. Je lui ai acheté des crayons de couleur, des bons, pas ceux qui se cassent dès qu'on appuie un peu trop fort. Je n'ai presque pas parlé du dîner ni de la famille, mais j'ai remarqué qu'elle marchait plus droite ce jour-là, avec un peu plus d'assurance. Elle ne savait pas ce qui se passait en coulisses. Elle ne savait pas que l'école d'Abba avait envoyé un deuxième avertissement, que mes parents avaient tenté de déplacer de l'argent depuis notre ancien compte commun et l'avaient trouvé bloqué, que ma sœur contactait maintenant des parents éloignés pour tenter de calmer la situation, comme si tout ça n'était qu'un malentendu et non 10 années de ressentiment enfouis remontant enfin à la surface. Ils luttaient pour maintenir les choses ensemble, et aucun d'eux ne pouvait m'appeler pour demander de l'aide. Le rapport de force avait changé. Mon frère l'a compris en premier. Les autres allaient bientôt suivre. Ils allaient apprendre que lorsqu'on ignore un enfant assez longtemps, ce n'est pas toujours l'enfant qui se brise. Parfois, ce sont ceux qui pensaient ne jamais perdre le contrôle. La semaine suivante, il est devenu évident que l'ancien équilibre familial avait disparu. Mon silence avait accompli ce que des années de demandes polies n'avaient jamais réussi à faire. Il les avait forcés à regarder ce qu'ils étaient devenus, et ils ont détesté ça. Je ne m'attendais pourtant pas à ce qui s'est passé le mercredi après-midi. Lily et moi rentrions de la bibliothèque. Elle feuilletait un livre sur les animaux et parlait déjà de vouloir dessiner un tigre. Quand nous sommes arrivés devant la maison et que nous avons vu la voiture de mon père sur le porche, j'ai compris qu'il n'avait pas appelé. Il était simplement assis là, une chemise cartonnée sur les genoux,
comme s'il avait quelque chose d'important à remettre. J'ai demandé à Lily d'entrer et de commencer son dessin. Elle n'a posé aucune question. Elle a hoché la tête et est entrée. Je me suis approché, les bras croisés, m'attendant à un sermon ou à une tentative de me faire culpabiliser. À la place, j'ai entendu une phrase que je n'avais pas entendue depuis des années. Il a dit qu'il pensait qu'il s'était trompé. Je suis resté là sans savoir si j'avais bien entendu. Il a ouvert la chemise. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite à la main. Il y parlait des dernières années, de la façon dont ils avaient encensé Abba sans jamais regarder qui ils écrasaient en chemin. Il disait que Lily lui rappelait moi à son âge, calme, observatrice, toujours à l'écoute, même quand les autres pensaient qu'elle ne l'était pas. Je n'ai rien dit. Je n'étais pas prête à m'adoucir. Pas encore. Puis il a sorti une seconde feuille. Un chèque. Un gros chèque. Il m'a expliqué qu'il avait retiré de l'argent d'un de ses comptes pour ouvrir un fonds d'éducation au nom de Lily, uniquement au sien. Il a dit que je ne leur devais plus rien. Ni les frais de scolarité, ni les médicaments, ni les vacances, ni même les visites. Mais qu'à elle, il devait tout. Il s'est levé, a posé la chemise sur le banc, et est parti sans attendre de réponse. Je me suis assise et j'ai lu chaque mot de la lettre. Elle n'était pas parfaite. Il y restait de l'orgueil, de l'ego, mais elle était écrite de sa main. Pas tapée. Pas dictée par ma mère. Juste lui. Et pour la première fois, il n'a pas cherché à se justifier avec son éducation ou avec l'époque. Il a simplement assumé. Ce soir-là, Lily m'a montré son dessin. Ce n'était pas un tigre. C'était une fille assise à une table, en train de dessiner dans une pièce bruyante. Autour d'elle, des gens parlaient, riaient, l'ignoraient. Mais sa tête était baissée, concentrée. Et derrière elle, au fond, quelqu'un s'était enfin retourné pour regarder. Je ne lui ai pas demandé qui c'était. Ce n'était pas nécessaire. Puis est arrivée la partie que je n'avais pas prévue. Le lendemain, ma mère est venue chez moi, mais elle n'était pas seule. Abba l'accompagnait, et elle pleurait déjà. J'ai à peine eu le temps d'ouvrir la porte qu'Abba a parlé. Elle a dit qu'elle ne savait pas qu'elle faisait du mal à Lily, qu'elle pensait que tout le monde l'aimait davantage parce qu'elle était meilleure. Elle sanglotait vraiment, sans retenue. Ma mère, elle, avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une seule nuit. Je les ai laissés entrer, surtout parce que Lily était déjà derrière moi, silencieuse, en train d'observer. Abba est allé droit vers elle et lui a tendu quelque chose. C'était un dessin, une copie du cheval que Lily avait dessiné ce soir-là au dîner. Abba avait essayé de le refaire et, dans un coin, elle avait écrit avec des lettres maladroites qu'elle voulait dessiner comme elle. Lily a simplement hoché la tête. Elle n'a pas souri. Elle ne l'a pas prise dans ses bras. Elle a juste fait d'un petit signe de tête, mais elle ne s'est pas éloignée non plus. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais, que ce moment allait me briser, mais à la place j'ai ressenti quelque chose de différent. Du contrôle. Après des années à les laisser décider, à les laisser fixer les règles et la dynamique familiale, j'avais repris la main. Pas par vengeance, mais par nécessité. Et maintenant, c'était eux qui tentaient de suivre le rythme. Pourtant, ce n'était pas fini. Il restait encore une chose à leur rappeler, qui avait financé leur sécurité pour la retraite pendant les 5 dernières années. Et surtout, le fait que la carte qu'ils utilisaient pour vivre plus confortablement avait aussi ses limites. Le lundi matin, ils ont percuté la réalité de plein fouet. Je savais exactement à quelle heure la carte serait refusée. Je suivais les alertes automatiques depuis des mois. Ma mère allait toujours dans le même magasin, à la même heure chaque semaine, à 8h45. Elle achetait son pain hors de prix, un peu d'huile d'olive importée dont elle n'avait pas besoin, quelques magazines, puis passait à la pharmacie pour les médicaments de mon père. Au moment précis où le paiement a été refusé, j'ai reçu la notification. À 9h02, les appels ont commencé. Je les ai ignorés. À 9h16 pile, mon père a envoyé un message demandant s'il y avait un problème avec la carte. Je n'ai pas répondu. J'ai attendu. Pas par cruauté, mais parce que, pour la première fois depuis des années, il devait gérer quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler avec un simple appel ou du chantage émotionnel. À 11h40, ma mère a envoyé un email marqué urgent. Elle expliquait qu'elle avait essayé d'utiliser le compte commun, que ça ne fonctionnait pas, que les médicaments de mon père étaient au comptoir et qu'elle n'avait pas pu payer. Aucune excuse. Aucune mention du dimanche.
Aucune mention de Lily. J'ai répondu après le déjeuner. J'ai écrit que le compte était fermé, que je ne couvrirais plus leurs dépenses et qu'ils devraient trouver d'autres solutions désormais. 2 minutes plus tard, mon téléphone s'est remis à sonner. Je l'ai laissé vibrer jusqu'à ce que tout s'arrête. Puis ma sœur est intervenue avec un message de groupe, comme toujours quand il y avait du public. Elle disait que ça allait trop loin, que j'avais déjà fait passer mon message, que nos parents étaient perdus, et qu'on pouvait parler calmement comme des adultes. Je suis resté à regarder son message pendant une longue minute avant de répondre. J'ai écrit que j'étais d'accord pour parler, mais pas à propos d'eux. Que tout ça concernait Lily. Et que s'il n'y avait pas de place pour elle à la table, alors il n'y avait pas de table du tout. Personne n'a répondu. Ce soir-là, juste après le coucher du soleil, mon père est venu seul. Il n'avait pas l'air en colère ni arrogant. Il avait simplement l'air fatigué, usé d'une façon que je ne lui avais jamais vue. Il est resté longtemps sur le porche, comme s'il cherchait ses mots. Quand j'ai ouvert la porte, il n'a pas demandé à entrer. Il a juste levé une enveloppe rouge et m'a dit que c'était pour Lily. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite à la main et un document de la banque. Il avait ouvert un fonds d'éducation au nom de Lily, uniquement à son nom, avec une somme suffisante pour couvrir plusieurs années d'école privée si nous le souhaitions. Je l'ai regardé, et il m'a dit qu'il avait vendu le bateau. Ce bateau était son trésor. Il l'avait acheté après sa retraite et l'avait nommé Abba, peignant son nom sur le côté. Il emmenait Abba naviguer chaque été, prenait des photos, des vidéos, on avait même encadré une dans le salon. Lily, elle, n'y avait jamais été invitée. Pas une seule fois. Debout sur le porche, je crois que c'est là qu'il a vraiment compris à quel point il avait été cruel. Il s'est raclé la gorge et a dit qu'il ne l'avait pas vue, que c'était sa faute. Il n'a pas cherché à se défendre. Pas de longues explications. Il a juste assumé. Je l'ai laissé entrer, non pas parce que je lui avais pardonné, mais parce que Lily est apparue dans le couloir avec son carnet de dessin, et je voulais qu'elle voie ce qu'était la responsabilité. Il s'est agenouillé devant elle, chose que je ne lui avais jamais vu faire, même lors de son diagnostic. Il l'a regardée dans les yeux et lui a dit qu'il l'avait fait se sentir petite, qu'il s'était trompé, et qu'il était désolé. Lily n'a pas pleuré. Elle ne l'a pas pris dans ses bras. Elle a simplement hoché la tête et lui a demandé s'il voulait voir ce qu'elle avait dessiné aujourd'hui. Elle a ouvert son carnet. C'était une falaise très haute, avec une petite fille debout au bord. Le vent lui rejetait les cheveux en arrière. En bas, 2 petites silhouettes apparaissaient, l'une à genoux, l'autre regardant vers le haut. La fille ne les regardait pas. Elle fixait le ciel. Il a observé le dessin longtemps avant de demander doucement si c'était lui. Lily a haussé les épaules et a répondu que peut-être. Il est parti ce soir-là sans grand discours, sans promesse que tout irait bien. Et à cet instant précis, je l'ai respecté plus que je ne l'avais fait en des décennies. Mais ce n'était pas encore la fin. Le lendemain, ma mère est revenue chez moi. Elle n'était pas seule. Abba était avec elle, et elle pleurait. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais certainement pas à ça. Abba a couru dans l'allée, les larmes coulant sur son visage, serrant un morceau de papier entre ses mains. Elle n'a même pas attendu que j'ouvre complètement la porte. À travers la moustiquaire, elle a crié qu'elle ne savait pas qu'elle faisait du mal à Lily, qu'elle pensait que tout le monde l'aimait davantage parce qu'elle était meilleure. Elle sanglotait vraiment, comme quelqu'un qui venait de comprendre qu'elle n'était pas l'héroïne de l'histoire. Quand je les ai laissés entrer, Abba est allé droit vers Lily et lui a tendu le papier. C'était une copie du dessin du cheval de Lily, celui de ce dîner terrible. Abba avait essayé de le refaire et, en dessous, elle avait écrit en grosses lettres maladroites qu'elle voulait dessiner comme elle. Lily a regardé le dessin, puis m'a regardé, puis a regardé Abba. Elle a dit calmement qu'elle pouvait, mais qu'elle devait arrêter de faire sentir les gens petits. Abba a simplement hoché la tête en pleurant. Ma mère, elle, parlait à peine. On aurait dit qu'elle retenait ses larmes depuis des jours. Elle s'est assise au bord du canapé et a simplement dit qu'elle s'était trompée sur tout. Pour une fois, elle ne parlait pas d'Abba. Elle ne détournait rien. Elle était juste là, honteuse. Et peut-être que c'était exactement ce dont elle avait besoin. Ce soir-là, je ne me suis pas sentie victorieuse, ni même satisfaite. J'ai ressenti quelque chose de bien plus précieux, de la paix. Mais je n'avais pas encore terminé. J'avais prévu un dernier dîner. Un dîner où personne ne détournerait le regard. Un dîner où tout le monde comprendrait enfin qui était Lily et en qui j'étais devenu.
Je n'en ai parlé à personne. J'ai attendu. J'ai laissé passer une semaine entière après les excuses d'Abba, après l'enveloppe de mon père, après l'effondrement silencieux de ma mère sur le canapé. J'ai attendu que les messages reprennent, prudemment, poliment, comme si chacun marchait sur la pointe des pieds autour d'un géant endormi. Puis j'ai envoyé l'invitation. Pas un message de groupe. Pas un email. De vraies cartes, imprimées sur du papier blanc, avec de l'encre noire. Une pour mes parents, une pour ma sœur, une pour mon frère. J'en ai même envoyé une à Abba. L'invitation annonçait un dîner le dimanche chez moi. Pas de tenue exigée. Pas d'explication. Juste l'heure, l'adresse, une phrase à la fin, Lily a quelque chose à partager. Je n'ai pas demandé à Lily si elle voulait faire quelque chose de spécial. Je l'ai laissé décider. 2 jours avant, elle est venue me voir et m'a demandé si elle pouvait leur montrer son art, comme une vraie exposition. Elle voulait accrocher tous ses dessins dans la salle à manger, même celui de la soirée où ils avaient dit qu'elle n'irait pas loin. Je lui ai dit oui. Le dimanche est arrivé rapidement. J'ai cuisiné quelque chose de simple, des pâtes, du pain à l'ail. Je ne recevais pas pour impressionner, mais pour qu'ils voient enfin ce qu'ils avaient ignoré pendant si longtemps. À 17h pile, la sonnette a retenti. Mes parents sont arrivés en premier, visiblement nerveux, comme s'ils entraient dans une salle d'audience. Puis ma sœur et Abba. Ma sœur tenait une bouteille de vin comme une offrande de paix, Abba fixait ses chaussures. Mon frère est arrivé en dernier et, pour une fois, il n'a pas parlé le premier. Je les ai conduits dans la salle à manger. Les murs étaient couverts des dessins de Lily. Des dizaines. Des chevaux, des tigres, des arbres, des falaises, des paysages urbains. Il y avait aussi un dessin d'une fille flottant au-dessus d'une tempête, un autre montrant 2 silhouettes essayant d'escalader une montagne pendant qu'une troisième atteignait le sommet seul. Au centre, sur le mur principal, se trouvait le dessin original du cheval, celui qu'elle avait plié ce soir-là. En dessous, une phrase écrite de la main de Lily, « Vous ne m'avez pas vu, mais j'étais toujours là. » Personne ne parlait. Lily se tenait dans l'encadrement de la porte, son carnet de dessin dans les mains. Je lui ai demandé si elle voulait dire quelque chose. Elle a hoché la tête une seule fois. Elle a expliqué que ses dessins étaient les siens, qu'elle les faisait depuis l'âge de 5 ans, qu'elle ne dessinait pas pour se vanter, mais parce que c'était sa façon de parler. Puis elle s'est tournée vers Abba et a dit que lorsqu'on est ignoré, on a l'impression de ne pas appartenir à sa propre famille, et qu'elle espérait que personne ici ne ferait ressentir ça à quelqu'un d'autre. Le silence s'est installé. Abba a fait un pas en avant, a regardé le dessin de la fille flottant au-dessus de la tempête et a murmuré que c'était son préféré. Lily n'a pas souri. Elle lui a simplement tendu une page blanche de son carnet et lui a proposé de dessiner quelque chose la prochaine fois pour l'accrocher à côté du sien. C'est alors que mon père a pris la parole. Il s'est raclé la gorge et a dit qu'il voulait dire quelque chose lui aussi. Il ne s'est pas agenouillé. Il s'est simplement tenu devant Lily, les mains derrière le dos, et a reconnu qu'ils avaient fait une erreur, tous. Qu'ils avaient été trop bruyants avec une enfant et trop silencieux avec une autre. Que ce n'était pas de l'amour, mais du favoritisme. Et qu'il était désolé. Puis il s'est tourné vers moi et m'a dit qu'il ne m'avait jamais autant respecté qu'à cet instant. Il ne cherchait pas à me flatter. Je le voyais sur son visage. Alors j'ai dit à tout le monde que s'il voulait faire partie de la vie de Lily à partir de maintenant, ce serait selon ses règles. Qu'elle n'avait rien à prouver à personne. Qu'elle était déjà suffisante. Et que je n'accepterais rien de moins qu'un respect total à partir de ce jour. Ma sœur pleurait. Ma mère a lentement hoché la tête. Abba a sorti un crayon qu'elle avait apporté et a commencé à dessiner sur la feuille que Lily lui avait donnée. Pour la première fois depuis des années, nous étions tous assis à cette table. Il n'y avait ni tension ni rancœur. Il y avait autre chose. De la reconnaissance. Pas seulement pour Lily, mais pour moi aussi, pour la limite que j'avais posée et tenue quand personne ne pensait que je le ferais. Pendant le repas, Lily a regardé autour d'elle et a dit doucement que c'était le meilleur dîner qu'elle ait jamais eu. Personne n'a osé contredire. Il l'avait enfin vu. Et moi, j'avais enfin arrêté de me battre pour être entendu. On gagnait déjà.